Alors, 5 ans, 5 années, et aussi, si la technique peut mettre une lumière verte, ce sera sympa parce que c'est ma couleur préférée. Derrière. 5 ans après Abidjan, en 2017, le 6e sommet Europe-Afrique ouvrira ses portes à Bruxelles les 17 et 18 février 2022. Si le digital est porteur d'opportunités en termes d'emploi, de croissance, de services aux populations, il est également en train de devenir le nouveau terrain d'influence des grandes puissances de la planète, entraînant des enjeux majeurs, notamment en termes de souveraineté, et c'est tout l'enjeu de cette présidence française de l'Union européenne et de ce sommet Europe-Afrique. Nous allons avoir la parole ministérielle de M. Roger Félix Adom, qui malheureusement n'a pas pu au dernier moment être des nôtres. Il a été retenu suite à un déplacement à Abuja du président Ouattara, mais il est connecté avec nous à Abidjan. Il sera en ligne dans quelques secondes. S'il nous entend déjà, je pense qu'il peut nous faire un petit signe. Nous avons également Maria-Cristina Rousseau de la Commission européenne, mais je vais commencer d'abord à poser une première question à vous, monsieur le recteur. Monsieur Khalbous, selon vos estimations et selon les estimations partagées, le monde, et du coup ce sont surtout les estimations de l'AUF, le monde comptera 700 millions de francophones en 2050. Donc 85% seront basés sur le continent africain. Pourtant, la francophonie subit ces dernières années les soubresauts géopolitiques avec la place croissante des supports numériques, une concurrence accrue de l'anglais et d'autres sphères d'influence. Quel bilan dressez-vous depuis ces 5 dernières années, pour la place du français sur le continent africain? Quel bilan? Alors le bilan est évidemment mitigé. Et tout le monde le sait, parce que ça dépend de quel point de vue on prend la question du développement du français. Alors, vous l'avez rappelé, démographiquement, le français se développe d'une manière incroyable. Et maintenant, on sait, et ça va être une des premières langues dans les toutes prochaines années, et elle va même dépasser d'autres langues internationales. Maintenant, nous, à l'Agence universitaire de la francophonie, on s'intéresse plutôt au domaine éducatif et universitaire. Donc on s'intéresse plus particulièrement à la jeunesse. Et auprès de la jeunesse, là, les observations sont plutôt mitigées, dans le sens où on voit moins les opportunités que donnerait le français qu'avant. Alors il y a des raisons objectives et d'autres subjectives. Les raisons objectives, c'est peut-être aussi par rapport au choix des orientations que les pays ont pris en termes de système éducatif et universitaire. On voit beaucoup de pays francophones qui s'orientent vers d'autres langues. Et puis, il y a des raisons aussi subjectives par rapport à la perception qu'on peut avoir du français comme une langue internationale. Alors, je précise tout de suite que la position de notre organisation est pour le plurilinguisme. Le développement de la francophonie ne peut se faire que dans un milieu plurilingue. Ça, c'est la tendance inéluctable partout dans le monde. Et donc, nous défendons le français, mais pas contre d'autres langues, mais avec et en partage avec les autres langues. Parce que la diversité culturelle fait partie de l'ADN de la francophonie. Alors, en revanche, notre rôle comme une organisation de développement de la langue française dans les sciences, c'est de montrer toutes les opportunités que donne la langue française à la jeunesse lorsqu'ils font une université en langue française, lorsqu'ils font des recherches en langue française. Et aujourd'hui, c'est tout le défi de montrer l'utilité, de montrer l'opportunité de maîtriser la langue française et de faire derrière une grande carrière professionnelle, notamment dans l'entrepreneuriat, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Absolument. Merci, monsieur Khalbous, pour cette intervention. On peut applaudir monsieur Khalbous. Et sur le sujet Afrique-Europe, continent jumeau, quel état des lieux, justement, après ce précédent sommet Europe-Afrique? Je vais me tourner directement vers vous, monsieur Errol Hock. Vous avez pris vos fonctions à la veille, véritablement, d'une crise planétaire qui dure maintenant depuis 2 ans et qui a fortement pesé sur les projets de coopération entre nos 2 continents. Je pense en particulier à la saison, bien entendu, Africa 2020, dont nous sommes fiers d'avoir été labellisés. Que dit cette saison des relations culturelles Europe-Afrique et de leur évolution, et notamment dans ce contexte? Merci. Effectivement, la saison Africa a été très bouleversée par la pandémie. Ça a été très compliqué, mais malgré la pandémie, on a quand même réussi à tenir plus de 1500 événements
en présentiel ou à distance. Et au total, quand on regarde toutes les manifestations qui ont lieu, on a eu près de 4 millions de spectateurs, ou je dirais de téléspectateurs, quand c'était à distance. Donc, c'était des actions dans le domaine des arts, des sciences, de la tech, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'économie. On avait vraiment un spectre très large, ça c'était vraiment délibéré. Mais l'idée, l'objectif principal, c'était vraiment de montrer toute la créativité du continent africain et je dirais aussi de participer à un changement du regard global porté sur l'Afrique en France, mais pas seulement en France, et sur l'Afrique et ses diasporas. Alors, c'était un moment très important, ça a été une réussite malgré la difficulté de la période, mais nous, on estime à l'Institut français qu'il faut que cette saison, d'une certaine manière, se poursuive avec des actions très concrètes dans le champ culturel et pas seulement, pour qu'on puisse surfer un peu sur l'élan de la saison, et notamment dans le cadre du nouvel agenda qui a été fixé par le nouveau sommet Afrique-France en octobre dernier. En tout cas, ce qu'on a vu avec la saison Africa, c'est qu'elle est venue vraiment confirmer à quel point il était nécessaire de faire confiance aux sociétés civiles elles-mêmes pour porter le changement, pour porter l'innovation, pour porter la créativité et faire un peu le pari de l'imagination. C'était vraiment l'idée de cette saison. Donc nous, on souhaite capitaliser un peu sur cette saison pour que ces dynamiques d'émancipation, d'autonomisation se poursuivent. Elles traversent tout le continent africain et elles doivent être aussi, je crois, au cœur des relations entre la France et l'Europe d'une part et le continent africain d'autre part. Donc on a en quelque sorte un petit peu un agenda triple dans cette dynamique-là, dans cette perspective. D'abord, l'autonomisation des jeunesses. Ça, on l'a vu, c'est très important et c'est pourquoi on attache beaucoup d'importance au soutien, aux dynamiques d'engagement citoyen. On en parlera peut-être plus tard avec le programme Saphir, sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Le second axe, c'est la professionnalisation. Ça, pour nous, c'est extrêmement important de soutenir et de dynamiser les mobilités professionnelles panafricaines, vraiment sur tout le continent, et aussi les collaborations entre les acteurs culturels africains et les acteurs culturels européens, tout ça au service de l'innovation. Ça, c'est vraiment le deuxième axe, et c'est l'objectif aussi de programme que l'on soutient par ailleurs, ou que l'on monte nous-mêmes comme Axe et Culture ou AWA. Et puis, troisième point, le dialogue. Ça, je crois que c'est vraiment très important de dissiper les malentendus, de lever les incompréhensions, et puis faire émerger aussi des voix francophones. On en a parlé dans le concert de la mondialisation. Il faut vraiment développer le débat d'idées. Donc là-dessus aussi, on travaille à structurer des dynamiques régionales qui donnent vraiment toute leur place aux sociétés civiles africaines dans la construction de ce dialogue approfondi entre l'Europe et l'Afrique, sans tabou et sans malentendu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Errol Hock. On peut applaudir Monsieur Errol Hock, directeur général de l'Institut français. Et bien entendu, nous avons également une pensée pour Ngone Fall, qui a été véritablement une force de résistance et de puissance à la tête de cette saison Africa dans le contexte très difficile de cette pandémie. Est-ce que nous sommes, je me dirige vers la régie, est-ce que nous sommes connectés avec Abidjan, avec Monsieur le ministre Roger Félix Adom? Est-ce que nous avons pu établir la connexion? Monsieur le ministre, est-ce que vous nous entendez? Monsieur le ministre, vous entends, je vous vois. Monsieur le ministre, alors, moi je vous entends. Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on arrive à voir Monsieur le ministre, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, nous on vous entend. Monsieur le ministre. D'accord, mais moi je vous entends, je vous vois. Monsieur le ministre, voilà. Monsieur le ministre, votre délégation est bien arrivée. 15 startups ivoiriennes sont arrivées. La directrice de cabinet est là. La conseillère technique est là. Il ne manque que vous. Mais je vous ai excusé sur, bien entendu, une obligation présidentielle en Côte d'Ivoire a fait que vous ne pouviez monter au dernier moment dans l'avion. En tout cas, vous êtes ici sans être là et nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous ce matin, Monsieur le ministre. Donc, 1 an après Abidjan et le sommet Europe-Afrique de 2015, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne à l'époque, proposait un plan ambitieux pour la création de près de 10 millions d'emplois en Afrique au sein de cette nouvelle alliance entre nos deux continents. Selon vous, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un état des lieux de où on en est en 2021 et surtout, qu'est-ce que vous attendez après le sommet Europe-Afrique d'Abidjan? Qu'attendez-vous du prochain sommet Europe-Afrique de 2022 sous présidence française de l'UE? D'accord. En tout cas, je vous dis bonjour. Bonjour à Marseille. Bonjour à tous les participantes et tous les participants à ce beau sommet Emerging Valley 2021. J'avais prévu d'être là, d'être en présence avec vous, d'être assis à côté de vous. Et malheureusement, les contraintes ne m'ont pas permis d'être là. Mais grâce à la technologie, grâce à ce que peut faire la technique aujourd'hui, je vous entends, je vous vois, même si je ne peux partager
directeur vert avec vous. Donc, en ce qui concerne donc, le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique, notamment le discours de M. Jean-Claude Juncker, qui a évoqué un plan ambitieux de partenariat entre l'Afrique et l'Europe, en disant que l'Afrique était pour l'Europe un continent cousin, il n'y a pas besoin de charité, pour reprendre ces termes. Et l'objectif important l'objectif majeur était de construire un partenariat d'égal à égal entre le continent africain et le continent européen pour permettre à l'Afrique d'affronter cette croissance démographique qui fera qu'à horizon 2050, il y ait plus de 2,5 milliards d'habitants sur le continent africain. Donc ce plan, présenté donc par le M. Jean-Claude Juncker, présentait donc 4 axes principaux qui sont les investissements stratégiques et la création d'emplois, les investissements dans l'éducation et la mise en adéquation des compétences et des emplois, l'environnement des entreprises et le climat d'investissement, l'environnement des affaires, et puis l'intégration économique et les échanges commerciaux. Donc c'était ce plan donc, qui prévoyait donc 10 millions d'emplois, principalement des emplois durables, avec un effort important dans le domaine de la formation et de l'éducation. Donc, les points principaux de ce plan, si mes souvenirs sont bons, c'est de faire en sorte que 30 millions d'Africains supplémentaires aient accès à l'électricité grâce au développement de projets dans les énergies durables. 24 millions de personnes bénéficieront d'un réseau routier amélioré d'ici 2027, avec l'accroissement aussi des échanges grâce au programme Erasmus pour former davantage d'étudiants et de chercheurs, et aussi donc un programme de développement de compétences concernant quant à lui près de 750 000 Africains à horizon 2027. Bon. Malheureusement, avec la pandémie mondiale que nous connaissons et puis donc cette période d'austérité, donc on n'a pas pu aller au bout de ce plan, notamment entre l'année 2020 et 2021. Nous avons bon espoir que sur 2022, les objectifs, et grâce à l'impulsion de la présidence française à partir du 1er janvier 2022, pardon, excusez-moi, le plan pourra prendre, puisque le partenariat Afrique-Europe est un partenariat qui fonctionne bien, mais personne n'avait vu venir cette pandémie, et le rétrécissement de la croissance mondiale était d'ailleurs même en décroissance de 2% sur l'année 2020. Donc, nous espérons que 2022 pourra permettre de reprendre ce plan, ce partenariat, et faire en sorte que les objectifs, les promesses envisagées vont effectivement se faire. Donc, nous sommes aujourd'hui là dans l'attente que 2022, que la situation économique mondiale permette que cet ambitieux plan proposé par l'Union européenne soit effectivement une réalité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. On peut applaudir Monsieur le Ministre Adom en direct d'Abidjan. Je me tourne. Nous avons eu la parole du côté du continent africain. Nous allons maintenant nous tourner vers Bruxelles. Est-ce que Madame Maria Cristina Rousseau est avec nous? Bonjour Maria Cristina. Vous êtes la directrice. Bonjour Samir. Bonjour Maria Cristina. Vous êtes la directrice des partenariats internationaux de la Commission européenne, au sein notamment de la DG RTD. En mars 2020, la Commission européenne, chère Maria Cristina, a adopté une communication pour une stratégie globale avec l'Afrique, au sein de laquelle recherche et innovation tiennent une place majeure. Quelles sont les avancées concrètes obtenues en la matière entre nos deux continents, et aussi comment mettre plus en avant le sujet de la recherche et de l'innovation au cœur de la relation entre nos deux continents, et surtout à l'agenda du prochain sommet Europe-Afrique qui se tient dans quelques semaines. Merci Samir, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici en ligne à la 5e édition d'Emerging Valley. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'entends très fort. On vous entend. Je me réjouis aussi de parler dans la langue française. C'est une langue que j'aime beaucoup.
et qu'on ne parle pas assez dans les institutions européennes. Et j'espère qu'on la parlera de plus en plus. Et pour ce qui concerne les avancées concrètes, je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut dire. On peut se réjouir de ce qu'on a fait dans le domaine de la recherche et de l'innovation depuis 2020. D'ailleurs, la recherche et l'innovation est au cœur de la nouvelle stratégie de la Commission européenne avec l'Afrique qui a été adoptée en 2020. Et sur cette base, nous avons d'abord lancé un partenariat en matière de coopération et dans le domaine de l'innovation. Les premiers partenariats de coopération EU et Union africaine sur l'innovation dans lesquels, Samir, vous avez fait partie. Et sur cette base, nous avons développé une série d'initiatives concrètes et j'y reviendrai. Et nous avons aussi continué la coopération que nous avons avec l'Union africaine dans le cadre du dialogue politique de haut niveau dans des domaines très importants pour la recherche scientifique dans nos deux continents, et notamment tout ce qui est la sécurité alimentaire, la nutrition, l'énergie, les changements climatiques et l'innovation qu'on a introduit aussi comme un élément de notre partenariat, comme je dis, entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et nous avons aussi continué et approfondi la coopération que nous avons en matière de santé avec l'Afrique subsaharienne. Nous avions lancé il y a presque 20 ans les EDCTP, les European Development Countries Clinical Trials Partnership. Et je suis heureuse aussi de dire qu'avec les nouveaux programmes d'innovation qu'on vient de lancer, de recherche et innovation qu'on vient de lancer, Horizon Europe, et ces programmes de coopération en matière de santé aura une vocation encore plus ambitieuse et deviendra un partenariat dans le domaine de la santé globale. Nous avons aussi eu l'année passée, en juillet de l'année passée, et après la sortie entre guillemets de la première vague du Covid, la première réunion ministérielle des ministres de la recherche et de l'innovation de l'Union africaine et l'Union européenne. Et sur cette base, nous avons vraiment fait état de ce qui avait été accompli avec la pandémie et on the back of our mind, et ce qui sont les prochaines étapes et ce qui étaient les prochaines étapes à poursuivre. Les ministres ont décidé une agenda très ambitieuse qui s'est concrétisée dans les nouveaux programmes de recherche et innovation Horizon Europe avec ce qu'on appelle une transversal call, une action transversale pour l'Afrique qui vise à mobiliser 350 millions d'euros pour 45 projets de recherche et innovation conjointe entre l'Union africaine et l'Afrique et l'Union européenne. Comme je devrais partir plus tôt, compte tenu du retard qu'on a pris, et si vous me le permettez, Samir, je dis aussi des mots sur les futurs. Et sur les futurs, c'est ce qui nous attend en vue du sommet. Et nous sommes en train de préparer sur base du projet pilote en matière d'innovation et sur base d'autres actions de coopération en matière d'innovation qu'on a eu avec l'Afrique et aussi d'autres parties du monde, notamment l'Inde et d'autres continents, une agenda entre l'Union européenne et l'Union africaine avec des actions concrètes pour rendre ces partenariats en matière d'innovation beaucoup plus stables, beaucoup plus durables. Et nous sommes en train de développer cet agenda qui devrait être partie du paquet global et sur les investissements qui devraient être adoptés lors du sommet Union africaine et Union européenne. Et d'ailleurs, nous sommes très contents que lors de la ministérielle des ministres des Affaires étrangères à Kigali qui a préparé ce sommet, on a déjà reconnu l'importance de ces partenariats en matière d'innovation. Je voudrais conclure en disant aussi qu'au niveau européen, nous avons adopté une communication et politique très importante le 1er décembre, le Global Gateway Communication, qui en fait définit l'action politique en matière de relations extérieures pour les années à venir. Et là-dedans, je me réjouis de dire que la coopération en matière de recherche et innovation, l'apport que la recherche et innovation peut amener en tout ce qui est aussi le développement digital des relations entre nos continents, il est très bien mis en évidence et nous travaillerons dans ce domaine
pour et rendre cette idéaux, ces messages politiques qu'il y a dans la communication sur les Global Gateway, une réalité pratique avec notre agenda sur l'innovation qui est justement, comme je viens de dire, les prochains sommets devraient endosser au niveau politique. Merci beaucoup et merci pour votre appui dans ce travail difficile que nous sommes en train de réaliser, difficile mais fructueux. Merci beaucoup. Merci Maria-Christina. On peut applaudir Maria-Christina. Un grand merci d'être avec nous. Et je sais que vous devez partir parce que vous avez un engagement qui démarre très vite. Nous allons laisser, bien entendu, à Monsieur le ministre le mot de la fin, mais nous allons revenir sur le panel physique, notamment sur la question de comment incarner par des projets de terrain ce partenariat d'égal à égal qui a été justement souligné par Monsieur le ministre ainsi que par la Commission européenne à travers Maria-Christina Rousseau. Et j'ai posé la question à vous, cher Zainab. Vous êtes aujourd'hui à la tête de The Dot. The Dot, c'est un projet d'avant-garde pour renforcer les synergies au sein de l'écosystème tech tunisien, que vous menez notamment en partenariat avec Expertise France. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative et son histoire? Comment est-ce que vous êtes arrivé à The Dot aujourd'hui, qui est véritablement un pilier de l'écosystème tunisien? Alors, merci Samir pour cette opportunité de présenter The Dot et de présenter l'écosystème tunisien. Tout d'abord, je vais commencer par une petite histoire, disons. Alors, 8 ans ou 9 ans avant, on n'avait pas grand-chose en Tunisie. En fait, on parlait à peine de start-up. On avait très peu d'entreprises portées par des jeunes, d'entreprises innovantes. On avait beaucoup de grosses entreprises technologiques qui s'installaient, qui faisaient de l'outsourcing, des industriels aussi. Donc la relation avec l'Europe n'est pas née d'aujourd'hui, elle est née depuis là des décennies, mais on ne parlait pas de start-up, on ne parlait pas d'innovation en Tunisie, encore moins d'entrepreneuriat des jeunes. On avait quelques structures, des institutions de microfinance, quelques associations de mentoring ou d'accompagnement, mais pas plus que ça. Donc, 9 ans est né le premier coworking space à Tunis. Il s'appelait Cogit. Cogit a été l'élément initiateur de la naissance de tout un écosystème. Donc une première communauté s'est formée autour de Cogit. Cette communauté a eu la chance d'être écoutée, accompagnée par un monsieur qui est dans la salle d'ailleurs, qui était alors ministre des Technologies, et on a initié une nouvelle loi qui s'appelle le Startup Act. Le Startup Act, lancé officiellement en 2019, est une révolution pour les startups tunisiennes. Quand vous posez la question aux startups tunisiennes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du Startup Act? La loi n'est pas révolutionnaire en soi. Elle nous met juste au niveau des lois qui sont disponibles ici en Europe aujourd'hui. Mais avec notre loi de change, toutes les restrictions administratives que nous avons, toute la lenteur administrative, la loi Startup Act est une sorte de révolution dans l'histoire de l'entrepreneuriat innovant en Tunisie. Bref, donc pour faire ça d'une manière très courte, le Startup Act, c'est une loi qui donne aujourd'hui de la flexibilité aux jeunes entrepreneurs, notamment en termes de change. Vous savez, on a un gros problème avec la loi de change qui est vétuste, qui date des années 60 ou 70, et qui ne permet pas à des startups ou à de jeunes entrepreneurs de l'innovation de croître et se développer. Donc, il y a eu cette première communauté. La particularité de cette loi, c'est qu'elle a été co-construite avec l'État par des jeunes, par un écosystème naissant, par des structures d'accompagnement. Donc, elle est partie du terrain, elle est partie vraiment d'organisations d'accompagnement, incubateurs, coworking space, etc., vers donc le gouvernement qui l'a adopté, qui a accepté à cette époque-là donc de révolutionner ça et de lancer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, donc 5 ans après, il se trouve qu'on a un fonds de fonds qui ambitionne de lever 200 millions d'euros, il en est à 70 aujourd'hui, qui financera 13 Child Funds. Ces Child Funds sont censés financer Pre-Seed, Seed et Growth.
Aujourd'hui, on a une stratégie nationale qui s'appelle Startup Tunisia. Startup Tunisia accompagne et finance les structures d'accompagnement. Donc, on est en train de renforcer l'infrastructure d'accompagnement de l'écosystème de l'innovation en Tunisie. On a des partenaires, bien évidemment, européens qui nous soutiennent et qui font accélérer tout ce processus-là. Et il se trouve qu'on a labellisé un peu plus de 600 startups, dont 30% de femmes. Donc, et The Dot est issu de ce processus. Et comment est-ce que The Dot peut être aussi une inspiration pour tous ces tech hubs africains et européens qui veulent aussi passer des messages au prochain sommet Europe-Afrique? Alors, The Dot, c'est un partenariat public-privé, partant du principe que tous les grands écosystèmes se sont construits autour de lieux. Et c'est des lieux, là, on co-construit, on co-développe dans la durabilité. Donc, The Dot est né d'une volonté de co-travailler, co-construire quelque chose. Et The Dot est un partenariat entre le ministère des Technologies de l'Information en Tunisie, supporté par l'Union européenne avec de l'expertise technique de la part d'Expertise France, la GIZ qui supporte The Dot, mais aussi y installe son centre de transformation digitale, et puis il y a une fondation privée qui est la Fondation Tunisie pour le développement. Ces acteurs-là ont cru en ce projet, et la particularité de The Dot, c'est que c'est un projet qui accompagne pas que les startups, il accompagne aussi tout un écosystème. Donc on travaille essentiellement sur 3 axes: un axe entrepreneuriat innovant, un axe entrepreneuriat des régions et un axe transformation digitale. Donc c'est un lieu. On exploite aujourd'hui 2900 mètres carrés dans le plus grand centre d'affaires de Tunis. Et c'est un lieu qui regroupe à la fois les universités, le gouvernement, les structures d'accompagnement, les ONG, les incubateurs, accélérateurs. Donc tout un écosystème. Tout un écosystème dans le but de co-construire et dans le but de travailler ensemble et de faire en sorte qu'ensemble on peut être plus sustainable, disons. Et ça, donc cette force d'entraînement peut être aussi une inspiration, justement, quand on parle d'intelligence collective, de partenariat d'égal à égal. C'est comment les écosystèmes, et ça va être un sujet, et c'est un sujet que vous connaissez bien à Saphir, et je vous poserai la question juste après, c'est comment les écosystèmes, les communautés d'innovateurs, d'incubateurs, d'entrepreneurs peuvent prendre la parole dans cette relation Europe-Afrique pour la faire atterrir sur les réalités. Et ce sont les entrepreneurs qui sont les meilleurs porte-parole de ce qui se passe sur le terrain. Mais avant de vous passer la parole, et tout d'abord, je vous demande de remercier et d'applaudir Zeynep pour son témoignage, parce que c'est véritablement un projet pionnier sur le continent africain. Et je vais tout de suite passer la parole à Slim, avant de revenir vers vous, cher Erol. Slim Khalbous, avec l'Agence universitaire de la francophonie, on a vu à quel point les innovateurs africains ont démontré une agilité et une créativité sans pareil face au Covid. Ils ont développé plusieurs projets e-santé, portés notamment par le numérique, que vous avez soutenus. Des projets que vous avez encouragés, notamment à travers les réseaux d'incubateurs francophones, que vous pilotée à travers l'AUF. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette démarche, comment l'AUF identifie ses projets, comment est-ce qu'elle les sélectionne, comment est-ce qu'elle les finance, et comment aujourd'hui l'AUF, quelque part, on a un peu cette vision peut-être un peu trop datée sur le côté universitaire, alors qu'aujourd'hui l'AUF a une vraie ambition entrepreneuriale et une vraie ambition en termes d'innovation. Oui, alors, merci de le préciser, effectivement. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une agence qui existe depuis 60 ans maintenant, mais qui a beaucoup évolué dans le temps. C'était au départ une organisation centrée sur l'université, et petit à petit, avec l'évolution du monde, elle s'est ouverte. D'abord en amont sur le système scolaire de base, secondaire et primaire, puis aussi sur les formations professionnalisantes qui aujourd'hui sont un grand besoin, notamment dans les pays émergents, et puis en aval également sur la question de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle. Et donc du coup, le champ d'action s'est beaucoup agrandi, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de francophonie scientifique, au sens où de la science au service du développement des systèmes éducatifs universitaires et économiques aujourd'hui. Donc, du coup, l'entrepreneuriat est devenu un axe
fondamental. Il est d'ailleurs aujourd'hui un des 5 axes du développement de la stratégie de l'AEF 2021-2025, qui vient d'être adoptée en Assemblée générale en septembre, et ce qui conforte cette orientation entrepreneuriale d'une université différente, d'une université qui soit au service justement des nations, au service des politiques de développement des nations et de la jeunesse. Alors, pour ceux peut-être qui ne savent pas également, c'est qu'il y a 1000 universités et centres de recherche adhérentes à l'AEF, ce qui fait de nous le premier réseau universitaire au monde et de loin. Et parmi ces 1000 universités, il y en a à peu près 700 qui sont entre les 2 continents, africains et européens. Nous sommes dans les 5 continents, partout dans le monde, plus de 120 pays. Vous voyez qu'on est au-delà du monde spécifiquement francophone, parce qu'on participe également à la coopération entre le monde non francophone et l'espace scientifique francophone. C'est très important de le dire, parce que nos 1000 universités membres viennent de 120 pays différents. Donc on est bien au-delà de l'espace francophone classique. Mais il y a cette attirance de l'espace scientifique francophone qui peut être très intéressant. Donc l'entrepreneuriat, aujourd'hui, elle est au cœur de cette stratégie, l'entrepreneuriat universitaire, l'entrepreneuriat des étudiants, de la jeunesse instruite. Alors, mais il y a tout un mécanisme à mettre en place. Il y a les compétitions, il y a le projet DEAL, peut-être on dira un mot tout à l'heure. Pourquoi DEAL? Parce que c'est un projet d'entrepreneuriat social, parce que là, il y a une cause, on défend le développement inclusif. Ou alors les concours de femmes entrepreneurs, parce qu'on trouve que justement, il n'y a pas assez de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, des concours ciblés avec un objectif derrière. Il y a aussi des projets très innovants comme le statut d'étudiant entrepreneur, qui a été lancé de manière pilote en Tunisie, au Maroc et au Liban, dans 3 pays pilotes avec l'AEF. Et ce statut d'étudiant entrepreneur qui a eu un grand succès dans ces 3 pays va être aujourd'hui étalé à 8 pays de l'Afrique subsaharienne. C'est un statut qui est donné à certains étudiants qui le demandent. En parallèle avec leurs études, ils montent leurs projets avec un double encadrement académique et professionnel, avec un assouplissement de l'emploi du temps. Et c'est un accompagnement extraordinaire qui augmente les chances de sortir de l'université, non seulement avec un diplôme, mais également avec un projet en main, bien réfléchi, bien construit, progressivement. Donc ces innovations, aujourd'hui, on va un pas au-delà de cela, parce qu'on va structurer toutes ces innovations en termes d'insertion professionnelle et d'employabilité autour de centres d'employabilité francophones. Nous allons créer d'ici la fin 2022 70 centres dans le monde, dont une 40aine en Afrique, qui sont des centres dans les universités, qui accompagnent les étudiants avant leur diplomation, avant leur sortie sur le marché de l'emploi. Donc c'est une série de formations complémentaires, une série d'accompagnements. C'est de la pré-incubation également. Pourquoi de la pré-incubation? Parce que nous avons remarqué que le taux d'échec dans les incubateurs africains est extrêmement élevé. Et le chaînon manquant, c'était justement la sélection des profils entre la sortie de l'université et l'entrée aux incubateurs. Et donc nous proposons dans ces centres d'employabilité, moyennant des experts et des coachs qui vont intervenir, de sélectionner. Alors on fait de la formation à l'esprit entrepreneurial pour tous, parce que l'esprit entrepreneurial, c'est vraiment pour tous, c'est l'essence de l'initiative, de la curiosité, de l'organisation. Mais par contre, le profil entrepreneur n'est pas donné à tous. Et donc l'idée, c'est de sélectionner, c'est d'identifier ces profils qui sont à même d'aller jusqu'au bout du processus, et nous les présentons aux incubateurs, notamment les incubateurs que nous soutenons, comme l'incubateur africain francophone, par exemple, qui est aujourd'hui en train de se développer de manière très importante, qui est d'ailleurs sorti en Tunisie, mais qui est aujourd'hui un peu partout en Afrique, et on augmente ainsi le taux d'acceptation, de réussite des projets. Alors, sur le point de la santé, et vraiment merci d'avoir posé cette question, je vais être assez rapide. Donc on fait les appels à projets, parmi les mécanismes qu'on utilise. Quand la Covid est arrivée, et c'était une grande surprise, on a fait un premier appel avec 1 million d'euros. D'ailleurs, on avait mis 500 000 euros, puis on est passé à 1 million d'euros parce que la demande était extraordinaire. Nous avons eu près de 2000 demandes de financement. Par qui? Par des jeunes qui sont des ingénieurs, des doctorants, qui étaient dans les laboratoires. Parce que l'appel, on ne l'a pas fait aux institutions, on l'a fait à la jeunesse. On a fait au club, au laboratoire, au centre de recherche. Et nous avons été surpris par l'ampleur des projets qui ont été proposés. Du coup, en 2021, nous avons fait un deuxième appel. Et ce deuxième appel est à 1,2 million. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur les 2 appels, on a dépassé les 2,5 millions
et plus de 150 projets financés parmi les plus de 2500 projets qui nous ont été proposés. Très intéressant. Pourquoi ? On a vu l'évolution aussi entre le premier appel et le deuxième. Le premier appel, les projets arrivaient surtout sur le développement des matières en matière de lutte. Alors c'était les masques 3D imprimés en 3D parce qu'il y avait la pénurie des masques au départ, c'était les gels qui n'étaient pas encore disponibles. Donc, et puis on a évolué petit à petit. Le deuxième appel, c'est plutôt le développement des outils d'aide à la décision, souvent avec la nouvelle technologie, souvent avec l'utilisation des smartphones. Alors je vous cite pêle-mêle, par exemple, c'est des projets de continuité pédagogique à distance au Cameroun, le syndrome du stress et la résilience communautaire, parce qu'il y a aussi le côté psychologique. On a eu des projets au Congo, Bénin, Côte d'Ivoire dans le domaine du stress. Des plateformes très innovantes, plateformes dans la gestion des rendez-vous auprès des médecins en Guinée, plateformes d'explication et de la lutte au Mali. On a eu les recherches de marqueurs, là c'est plus biologique. Les marqueurs génomes, c'est les enfants ou les femmes enceintes ou les personnes âgées. Là c'était au Sénégal. On a eu aussi beaucoup d'applications très innovantes comme l'identification géospatiale des milieux covidogènes, ça c'était par un groupe de jeunes en Algérie. Le développement des robots de télémédecine pour les services de réanimation, ça c'était par un groupe de chercheurs en Tunisie. Une application mobile pour améliorer les fonctions médicales, ça c'était en Afrique du Sud. Un système de surveillance des eaux dans les zones rurales pour éviter les contaminations, ça c'était à Madagascar. Bref, des projets très variés. Souvent la technologie au centre, mais aussi l'humain, ce qui est très bien parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, je m'arrête là, mais en tout cas, c'est de perspectives d'entrepreneuriat dans le domaine de la santé extraordinaire. La technologie au service de l'humain, c'est l'ADN aussi d'Emerging Valley. On se retrouve entre nous ici, c'est exactement aussi ce qu'on partage. Merci beaucoup, on applaudit monsieur le recteur Simchal Bous et l'agence universelle de la francophonie pour tout ce qu'elle fait pour les entrepreneurs, ce qui n'est pas souvent suffisamment mis en lumière. Merci monsieur le recteur de nous avoir présenté cela. Je me tourne tout de suite vers vous, Errol Hock, pardon, excusez-moi, Errol Hock, monsieur le directeur général délégué de l'Institut français. Nous accueillons aujourd'hui à Emerging Valley et nous vous remercions de conduire cette délégation, une délégation du programme Saphir. Le programme Saphir, c'est une ambition forte au service de l'entrepreneuriat, des changemakers, de l'entrepreneuriat social dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Ça a commencé en 2012 avec un premier projet pilote qui a rencontré un succès phénoménal, c'était le Saphir Lab, qui a fait émerger une nouvelle génération de jeunes changemakers méditerranéens du monde arabe et qui a témoigné, vu sa longévité, un réel besoin sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes passé à l'étape supérieure avec le programme Saphir. Quels sont les objectifs du programme et quels sont les résultats? Et aussi, c'est aussi un bon moyen d'illustrer dans ce partenariat entre le continent européen et le continent africain, cette partie de l'Afrique du Nord, c'est aussi un bon moyen d'illustrer comment on peut incarner les projets concrets entre les deux continents. Oui, merci beaucoup. Effectivement, moi je me réjouis beaucoup d'avoir des bénéficiaires du programme Saphir qui sont ici à Emerging Valley parmi nous. C'est un plaisir et c'est vraiment un lieu de convergence sur ces initiatives-là, donc ça nous réjouit. Effectivement, au départ, c'est une initiative de l'Institut français, Saphir Lab, avec une ambition très forte qui est de miser sur l'entrepreneuriat social, le dynamisme de la jeunesse, l'innovation sociale et entrepreneuriale, au service d'objectifs de développement durable, comme l'accès à la santé, l'accès à la culture, la transformation aussi sociétale. Donc évidemment, vous l'avez dit, c'était né il y a environ 10 ans, au moment des printemps arabes d'ailleurs, et du partenariat de Deauville. L'idée, c'est vraiment qu'on fait confiance, j'ai déjà dit tout à l'heure, aux sociétés civiles pour accompagner le changement et pour favoriser le changement. Aujourd'hui, il y a eu effectivement depuis un vrai changement d'échelle grâce à la Commission européenne, que je remercie vraiment parce qu'elle a cru à ce projet. Et aujourd'hui, on a un programme qui bénéficie à près d'un millier de jeunes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans 9 pays sur 4 ans et avec près de 7 millions d'euros de financement. Donc c'est un programme vraiment très conséquent qui a effectivement qui s'est inspiré des réussites du projet pilote que vous avez évoqué, Saphir Lab. Et donc là, c'est un bel exemple de changement d'échelle grâce à l'action européenne. L'idée, c'est vraiment de soutenir des projets qui sont portés par des jeunes
et qui eux-mêmes trouvent des solutions pour répondre aux grands défis des sociétés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec une vraie dimension d'innovation dans les initiatives qui vont conduire. Alors c'est des projets qui vont en plus sensibiliser les populations à leurs droits, qui vont aussi valoriser le patrimoine, qui vont souvent protéger les libertés d'expression des minorités. Et d'une certaine manière, c'est des projets qui promeuvent et militent pour une citoyenneté active et innovante. Donc c'est vraiment ce en quoi on croit. Et cette innovation-là, elle est au cœur d'Emerging Valley, mais elle est aussi au cœur de ce type de projet-là. Alors, on l'a dit, effectivement, il y a des moyens maintenant qui sont importants. On a eu un vrai changement d'échelle. On a des dizaines d'ateliers de sensibilisation à ces objectifs de développement durable qui sont en cours. On forme les jeunes au plaidoyer. On a aussi des ateliers de renforcement des compétences et des expertises. On aura au total bientôt plus de 90 projets qui seront accompagnés et incubés, et pour une grande partie d'entre eux accélérés. Et je pense qu'ils seront vraiment appelés à faire la différence dans un contexte en plus de crise économique, sociale, sanitaire sans précédent. C'est d'autant plus important. Mais je crois que Saphir, c'est aussi dans sa philosophie la création d'un réseau durable, en tout cas qu'on veut durable, unique en son genre, en faveur de ces objectifs de développement durable. Et là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vise vraiment à une transformation pérenne de l'ensemble de l'écosystème de l'accompagnement de projets en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et on est parti du principe que les talents et la créativité, ils étaient déjà là, en fait. Ça vraiment, on s'appuie sur ce qui existe. Et c'est pourquoi on a vraiment voulu travailler avec des partenaires locaux. Et je voudrais vraiment, d'ailleurs, j'en profite pour saluer certains de nos collègues qui sont ici présents, notamment le LABES en Tunisie, Pitchworthy et ANDD aussi au Liban. Et au total, avec ce réseau de partenaires, on accompagne plus de 50 structures au sud de la Méditerranée, des universités aussi, grâce à l'AUF, qui nous a rejoint dans le projet, des incubateurs, des organisations de la société civile. Et ce sont vraiment elles qui vont s'emparer de ces projets-là et en quelque sorte les démultiplier. Donc voilà, on aura, je crois, très bientôt des success stories, parce que là, voilà, ça vient de commencer à l'automne. Et je crois que voilà, si on revient l'an prochain à Emerging Valley, on pourra revenir précisément sur les succès individuels. Mais en tout cas, c'est une initiative qui, je vous dis, qui mise sur les talents et la créativité qui existent déjà dans ces pays et qui vont être en quelque sorte dynamisés par ce type de projet qu'on soutient. Merci beaucoup, et qui peut nourrir aussi les réflexions pour ce prochain sommet Europe-Afrique, le partenariat concret qui s'ancre à travers des exemples concrets. Merci, Monsieur Errol Hock. On peut applaudir Monsieur Errol Hock. On va donner, je vais revenir vers toi, Zeynab, mais je ne peux pas ne pas me retourner vers vous, Monsieur le Ministre, peut-être je sais que vous avez un agenda très chargé, et je voulais vous donner aussi quelque part un peu un mot pour la fin. Vous vous êtes illustré dès votre entrée en fonction par votre engagement au profit de l'écosystème tech ivoirien, qui est incarné ici, cher Monsieur le Ministre Adom, par le CI20. Le CI20, c'est vraiment la fédération des startups ivoiriennes. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Ministre? Oui, je vous entends bien, je vous écoute. Quelle est votre stratégie, monsieur le Ministre, pour faire de la Côte d'Ivoire un leader régional en matière d'innovation et de digital? Et pourquoi c'est important pour vous de venir en débattre ici à Marseille, à Emerging Valley? Et comment se servir des recommandations, de ces propositions pour demain au sommet Europe-Afrique, et que vous pourriez vous porter aussi au nom de la Côte d'Ivoire? En tout cas, je vous remercie pour votre question, et je tiens donc à féliciter le CI20 pour son dynamisme, pour son esprit d'entrepreneuriat, d'innovation. Donc le CI20, qui est la fédération majeure des startups ivoiriennes, fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, l'État est un État accompagnateur. Et la base de notre développement, c'est vraiment le secteur privé. Donc, notre ambition est d'accompagner le secteur privé, d'avoir un secteur privé dynamique qui puisse créer de la valeur, qui puisse créer de l'emploi. Donc, nous avons donc, à partir de cela, élaboré une stratégie pour accélérer la transformation digitale de la Côte d'Ivoire et surtout en faire un hub technologique. Cette stratégie est basée sur 7 piliers. Enfin, je peux vous les répéter rapidement, hein. Je fais l'économie de cela, mais je vais vous les répéter rapidement, qui sont les infrastructures numériques, les services numériques, les services financiers numériques, la cybersécurité, les compétences numériques, mais 2 points importants pour nous qui sont l'environnement des affaires et l'innovation. Et innovation
qui rime bien évidemment avec entrepreneuriat. Donc, comme en Tunisie, nous sommes en train de vous faire, la Tunisie a déjà finalisé, nous sommes en train de finaliser le Startup Act. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu venir, parce que cet après-midi, je dois présenter le projet aussi à un conseil de gouvernement, en espérant une adoption de Startup Act ivoirien par le conseil des ministres. Et ensuite, donc, passer devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire plus tard en janvier 2022. Donc voilà, donc nous voulons accélérer les choses et justement nous baser sur ce secteur privé. La Côte d'Ivoire est un pays d'innovation et ce que nous avons fait la semaine dernière avec le CI20, d'autres startups, c'est de les mettre en mission. Donc tous les membres du CI20 avec le Startup for Gouv, qui était validé la semaine dernière, sont en Côte d'Ivoire les vrais ambassadeurs de l'innovation. Donc, ils sont en mission avec pour objectif et pour ambition d'impulser l'innovation en Côte d'Ivoire, d'impulser l'entrepreneuriat de l'innovation en Côte d'Ivoire. Et pour les aider, il y a aussi ce qu'on appelle les pépites de l'innovation, donc ceux qui ne sont pas encore les vrais ambassadeurs, mais qui le deviendront bientôt. Et nous voulons que la Côte d'Ivoire soit réellement un pays d'innovation et que nous fassions la fierté de l'Afrique dans ce domaine-là. Voilà, donc beaucoup de startups ivoiriennes ont des projets innovants, exportent leur savoir-faire, aussi bien en France qu'ailleurs. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de les accompagner et faire en sorte que ces entreprises, qui sont des petites entreprises aujourd'hui, grossissent et deviennent à horizon 5 ans à 10 ans des grandes entreprises africaines qui font la fierté de l'Afrique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour ne pas être trop long et pour ne pas trop me poser la parole. Vous l'incarnez directement grâce au Startup Act. Et ce que vous allez défendre au Parlement cet après-midi. Bravo, Monsieur le Ministre. Merci. D'accord, avec plaisir. Il faut l'applaudir. On arrive à la fin de ce débat. Je vais me tourner vers toi, Zainab. Ton message pour le sommet Europe-Afrique, pour la présidence française, sur le rôle des femmes entrepreneurs sur le continent africain, que tu incarnes. Tu es toi-même une incarnation de ça. Quel plaidoyer tu souhaiterais pour mettre en avant cette force motrice de l'entrepreneuriat du continent qui est souvent minoré, qui a beaucoup de bâtons dans les roues aussi, pour être véritablement un accélérateur de cette convergence économique aussi entre nos deux continents? Alors, avant d'aller sur le terrain entrepreneuriat féminin, je voudrais quand même rajouter 2-3 trucs. En fait, l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'individus. L'Afrique, c'est 60% de sa population, c'est des jeunes de moins de 30 ans. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est les talents de demain. L'Afrique, c'est le futur. Et l'Afrique dispose de ressources naturelles, fait de la croissance. Aujourd'hui, elle fait naître des startups. Elle révolutionne la transformation digitale. Et je pense que l'Afrique a quand même quelques problèmes. On a nos propres challenges, notre propre réalité. Je pense que l'Afrique aujourd'hui a besoin de capitaux, a besoin d'expertise et de savoir-faire que l'Europe a aujourd'hui et que l'Europe pourrait apporter. Je pense qu'on a 2 mois pour le sommet et on doit se marier en 2 mois en gros. Donc marions-nous rapidement parce que sinon on va rater le coche. Et The Dot, c'est un peu le projet qui personnifie un peu ce partenariat entre l'Europe d'une manière générale, la France, l'Allemagne comme pays membres et la Tunisie comme pays africain. Et puis même au sein de DOT, on a monté un programme qui s'appelle DOT Landing. Et DOT Landing est le hub pour les startups africaines. Donc les startups africaines peuvent bénéficier d'un hébergement gratuit pendant 6 mois chez The Dot pour pouvoir étudier le marché, étudier la possibilité de partir en Europe ou d'exporter. Bref, ça c'est la partie entrepreneuriat d'une manière générale. Je tenais quand même à le souligner parce que c'est important. Parce que chez nous en Afrique, en fait, quand on va dans une station de bus ici, enfin, la station de bus, elle a un abri, il y a des écrans, tout fonctionne ici. Bah, chez nous, parfois, il n'y a même pas l'abri. Donc, et le digital est le meilleur moyen de faire les choses vite et de la manière la moins coûteuse. Donc,
Le digital va transformer l'Afrique de la manière la plus rapide et la plus efficiente possible, et nous sommes là pour participer à cette transformation. Nous avons besoin de l'Europe pour les capitaux, pour le savoir-faire et l'expertise, et nous apporterons notre jeunesse, notre envie, notre énergie et tout ce qui va avec, en gros. Pour une communauté de destin partagé. Maintenant, les femmes. Les femmes en Afrique sont très fortes, hein. Donc elles sont bien présentes, elles participent à la vie à la fois sociale, économique et politique. Continuons à plaidoyer pour que la femme ait plus de chance, pour que la femme, peut-être qu'on l'intègre systématiquement aussi dans les conseils d'administration des grosses boîtes, dans les ministères. Nous avons ce problème en Tunisie, c'est qu'on a une des meilleures lois pour les femmes, en faveur des femmes. Mais derrière, le terrain montre que, en termes de statistiques, réellement, sur les 28% start-up labellisés, les 28%, c'est des gouvernances mixtes, en fait. C'est des start-up qui sont lancées par des équipes mixtes, femmes et hommes. Mais quand we dig into the data, on va un peu plus dans les détails des chiffres. Il n'y a que 4% des start-up labellisées en Tunisie qui sont portées par des femmes. Donc on doit continuer à plaidoyer, à lobbyer s'il le faut aussi, pour que les femmes aient assez... Enfin, les droits, ils sont là. Mais pour que la société aussi se transforme, pour qu'il y ait beaucoup plus de facilité qui encourage la femme à quitter, entre guillemets, mais à être tranquille par rapport à des enfants qui ont des structures qui les gardent, une famille qui l'attend à la maison, etc. Moi, je pense que c'est là où il faut aujourd'hui plaidoyer, c'est vraiment aller vers le confort de la femme qui lui permettrait de prendre des initiatives et d'aller jusqu'au bout. Et je pense que vous pourrez compter aussi sur le soutien d'institutions comme l'AUF, l'Agence de la francophonie, et l'Institut français qui développe aussi à travers le programme Saphir et tous les programmes de l'AUF. Et d'ailleurs Saphir, dont l'AUF est partenaire également, justement, de ce renforcement de l'écosystème méditerranéen. Merci beaucoup Zeynep. Je vous demande d'applaudir Zeynep qui nous a fait ce mot de conclusion. Ouvre un petit peu le teaser de la table ronde de la clôture de la matinée qui sera justement sur l'entrepreneuriat féminin. Je vous demande très chaleureusement de remercier et d'applaudir Monsieur le ministre Roger Félix Adom depuis Abidjan. Merci Monsieur le ministre de nous avoir rejoints. Merci. 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 C'est un plaisir. Merci Monsieur le ministre, à très bientôt. Je vous demande également d'applaudir Madame Maria-Christina Rousseau, qui s'était connectée avec nous depuis Bruxelles et qui nous a partagé la vision de la Commission européenne au plus haut niveau. Monsieur le recteur Sim Khalbous, merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir présenté cette révolution entrepreneuriale que mène l'AUF. Mon cher Errol Hock, merci beaucoup d'être venu présenter le programme Saphir et représenter l'Institut français. Merci. Applaudissez également Madame Zeynep Messaoud, qui est la directrice de The Dot et qui nous a conclu ce panel avec un plaidoyer vibrant pour les femmes et pour l'Afrique et pour la jeunesse africaine. Merci. Toutes ces recommandations vont faire partie du livre blanc d'Emerging Valley qu'on va publier pour le sommet Europe-Afrique. Et je vous demande maintenant d'accueillir, mais tout d'abord, nous allons faire une photo, si la photographe est là.